Merci. 1 minute pour la prise de vue. Ceux qui arrivent et qui sont au fond, bien vouloir prendre les places qui sont vides devant vous. Évitez de vous agglutiner à l'entrée, s'il vous plaît. Il y a suffisamment de place. Il vous reste 30 secondes. « 15 secondes. « 10 secondes. » C'est bon pour la prise de vue, c'est bon. On va baisser. On lance dans 30 secondes. Monsieur le ministre, on va tester votre micro. Monsieur le ministre, bonjour. Canal 2 International, votre télévision. Zéro, bonne conférence à tous. Madame, Monsieur, bon après-midi. Le sujet que nous abordons en cette 4e journée de l'édition 2026 du Salon de l'action gouvernementale est de ceux qui ne quittent pratiquement jamais les premières loges de l'actualité. Nous parlons de nos éternels problèmes fonciers et plus spécifiquement des innovations dans la gestion du domaine national au Cameroun. Et sans trop m'avancer, je crois pouvoir dire qu'il s'agit, avec ces innovations, de taire quelques-unes des trop nombreuses querelles qui agitent l'opinion à la seule évocation de la question foncière. Ayant ainsi tâté le terrain, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette conférence le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, M. Henri Eyebéaïssi. Bon après-midi, Monsieur le ministre.
Bon après-midi, monsieur Alain Belibi. Nous allons vous écouter. Nous allons vous écouter, Monsieur le Ministre, pour la présentation de ces innovations dans la gestion du domaine national, avant éventuellement quelques questions, les miennes et ceux du public. Monsieur le Ministre. Merci pour cette parole qui m'est donnée. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, les promoteurs du Salon de l'action gouvernementale, SAGO 2026, mesdames et messieurs les professionnels des médias, chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par vous adresser à tous et à chacun mes salutations chaleureuses et cordiales en cet après-midi du jeudi 11 juin 2026, à l'occasion de la présente communication publique qui s'inscrit dans le cadre des journées du foncier du MINCAF au SAGO 2026 sur le thème MINCAF, innovation dans la gestion du domaine national au Cameroun, comme vous l'avez suivi. Ladies and gentlemen, allow me to extend to you my warmest and most cordial greetings to each and to every one of you on this afternoon on the occasion of the public statement delivered as part of the MINCAF Land Tenure Days at SAGO 2026 under the theme MINCAF Innovations in the Management of National Lands in Cameroon on account of the 15th edition of the Government Action Fair. Merci à vous, Monsieur Alain Belibi, modérateur de cette causerie républicaine, pour vos propos d'accueil fort stimulants. Je voudrais remercier également pour cette édition 2026 Monsieur Patrice Assiga, promoteur du SAGO, et toute son équipe de personnes passionnées, persévérantes et déterminées à garantir une belle organisation à ces rencontres périodiques sur l'action gouvernementale. Votre invitation nous offre une occasion idoine de communiquer, d'échanger avec le public sur l'épineuses question du foncier, sujet aux enjeux divers et complexes, s'il en est, comme cela a été dit à l'entame de notre rencontre. Dans cette rubrique de remerciements, je voudrais vous remercier tous, mesdames et messieurs, vous tous participants et invités ici présents, pour avoir sacrifié de votre temps à l'effet de venir prendre part à cet événement qui est devenu une marque de référence. Je voudrais marquer une attention particulière à l'endroit de vous tous, hommes, femmes des médias, qui a assuré tous ensemble le relais au niveau de l'opinion publique de l'information reçue et partagée ici. J'accueille avec un plaisir particulier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu choisir de nous rejoindre présentement à travers les supports et les plateformes médiatiques disponibles. Je vous adresse mes salutations. Comme nous le savons tous, la question foncière
se situe au centre des préoccupations. Aussi bien des pouvoirs publics, des populations, des organisations de la société civile, que des investisseurs nationaux et étrangers et de nos partenaires au développement. En somme, tous les membres du corps social, dans toutes ses composantes, sont concernés et y sont intéressés. La terre, oui, est à la fois un élément d'identification, le socle pour l'essentiel des projets d'investissement, un véritable facteur de développement, mais surtout un élément de cohésion et de paix sociale, et partant, à contrario, un élément de risque majeur de perturbation de la cohésion et de la paix sociale. Distingués participants, mesdames et messieurs, en guise de propos liminaires, il m'a paru utile de planter le décor, en commençant par fixer les esprits de tous sur deux points essentiels. Le sens de ma démarche de communication de ce jour et le contexte spécifique dans lequel elle intervient. Sur le premier point, notre communication a été conçue comme une causerie républicaine et citoyenne, un moment de partage et de mise en lumière par le chef du département ministériel du MINCAF des informations utiles concernant certains points de préoccupation actuelle des populations, opérateurs et acteurs impliqués dans le secteur foncier dont nous avons la charge. Là se trouve, permettez-moi de le préciser, la signification de cette fleur de lys que je portais à la main au registre du décor en entrant dans cette salle, parce que je me situe sur le mode arme au pied, fleur au fusil. Aucune guerre n'est en vue. Aucune guerre n'aura lieu dans le secteur foncier au Cameroun dès lors que les lois de la République continueront d'être respectées par tous, en commençant par l'administration publique elle-même, elle qui agit sous le contrôle des autorités constitutionnelles, autorités et instances gouvernementales, parlementaires, judiciaires compétentes, de par la constitution de notre État. Et l'administration publique du MINCAF en fait partie. Sur le second point, relatif au contexte, le contexte spécifique de l'exercice de communication auquel nous nous prêtons en ce jour, je pense précisément qu'il est bon pour nous tous, mesdames et messieurs, d'opter pour une sorte de consensus national. Opter, dis-je, de prendre acte de ce que j'appellerais volontiers l'hommage. Le bel hommage solennel qui a été rendu, ou les encouragements publics qui ont été exprimés dans le discours d'ouverture de la session ordinaire de juin 2026 de l'Assemblée nationale, le mardi dernier, par le très honorable président Théodore Datuo, président de l'Assemblée nationale. Celui-ci a souligné que, nous l'avons tous suivi, la question foncière est une préoccupation qu'il a souhaité évoquer. Et il a déclaré, je le cite, « Le titre foncier a toujours été considéré comme le fondement de la sécurité juridique en matière immobilière. Il est censé garantir aux propriétaires la stabilité de ses droits et la protection de son patrimoine. Or, relève-t-il,
des conflits et contentieux fonciers récurrents, des procédures longues de revendications concurrentes et certaines pratiques condamnables donnent le sentiment que des situations juridiquement établies pouvaient être remises en cause. Les pouvoirs publics, continuent-ils, ont déjà engagé des initiatives visant à moderniser la gouvernance foncière. Ces efforts méritent d'être poursuivis. Les Camerounais n'attendent pas de nous des polémiques, ils attendent des solutions et des réformes utiles. Ils attendent des institutions qu'elles travaillent ensemble au service de l'intérêt général. C'est dans cet esprit de responsabilité, de dialogue et d'écoute que notre Assemblée entend poursuivre sa mission au service de la nation. Fin de citation. Mesdames et messieurs, ma communication de ce jour porte, ainsi que cela a été mentionné, sur une thématique clairement énoncée. MINCAF, innovation dans la gestion du domaine national au Cameroun. Elle va renseigner sur l'architecture des nouveaux défis, je préfère dire des nouveaux outils qui ont été consensuellement validés visant le renforcement de l'implication des chefs traditionnels dans la gestion des dépendances du domaine national en vue de la consolidation des droits fonciers coutumiers des populations, de la prévention des litiges fonciers dans notre pays sur l'ensemble du territoire national. Nous étendrons notre propos sur un autre chantier d'envergure, chantier qui participe de la dynamique de la refonte de la législation foncière au Cameroun. Il s'agit du projet d'élaboration et de finalisation d'un document de politique foncière nationale responsable, projet qui arrivera à son terme à notre niveau en cette année 2026. Des annonces finales interviendront également. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en guise de liminaire et d'éléments utiles, en guise de rappel, je voudrais dire que le corpus juridique qui régit la gestion des secteurs fonciers au Cameroun est constitué par les ordonnances 74.1, 74.2 du 6 juillet 1974, fixant respectivement le régime foncier et le régime domanial au Cameroun, ensemble les dispositions législatives et réglementaires subséquentes. Parmi les textes réglementaires en question figure principalement un décret qui sert de pilier du système, le décret numéro 76-166 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du site foncier. La première articulation majeure de mon propos, comme je l'ai indiqué, réside dans la déclinaison de la série des innovations relatives à la gestion du domaine national. Chacun pourra se les approprier et en saisir les enjeux. De prime abord, nous pouvons légitimement nous féliciter que des évolutions positives ont été enregistrées au cours de ces dernières années à la suite des concertations fécondes que nous avons organisées au sein d'une plateforme multi-acteurs inclusive, fruit d'un travail acharné de toutes les parties prenantes mobilisées. Au terme des travaux de concertation inclusive, nous avons abouti à des solutions pertinentes et avant-gardistes qui vont contribuer à juguler et neutraliser, espérons-nous, les fléaux qui mettent à mal la dynamique de la protection de notre patrimoine foncier national. Nous avons fait le constat douloureux
de phénomènes de prédation foncière qui avaient atteint des niveaux alarmants. Une pratique dangereuse qui s'est développée à travers des accaparements de terres, des spéculations foncières pour satisfaire la volonté égoïste de leurs auteurs, voulant constituer des patrimoines fonciers personnels en dépossédant de leurs droits fonciers de paisibles citoyens ou des communautés coutumières entières et en se servant par ces stratagèmes sur des dépendances du domaine national qui sont le patrimoine commun de tous les Camerounais. Face à ce phénomène, nous avons fait le choix d'accroître l'implication des chefs traditionnels dans la gestion du domaine national. Et cela en conformité avec les termes de référence assignés au gouvernement par M. le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, au comice agro-pastoral de Bolova de janvier 2011 dans ce domaine. L'option a été prise, dis-je, de renforcer le rôle de gardien de notre histoire, de nos coutumes et traditions nationales éprouvées, de renforcer leur rôle de pilier de la paix dans nos communautés. Cette option révèle de jour en jour sa pertinence, en ce qu'elle nous renvoie à un constat fondamental qui est que la gestion de nos terres communes n'est pas seulement une question de parcelles ou de superficie plus ou moins grande acquérie par les uns et les autres, mais également une question qui touche à la stabilité sociale, à la sécurité juridique des biens des uns et des autres, à l'avenir même de nos communautés tout entières. En somme, il s'agit d'une question existentielle. Nos terres doivent être protégées dans l'intérêt bien compris de l'ensemble des générations actuelles et futures. Nos concertations régulières avec les autorités traditionnelles nous autorisent à affirmer que des évolutions positives et promoteuses sont enregistrées sur le terrain. Distingués participants, mesdames et messieurs, pour mettre en mouvement notre démarche de réforme dans une optique de quête de résultats rapides et d'impact positif, nous avons fait le choix de recourir à une catégorie de textes et de documents administratifs parmi ceux qui peuvent être signés par les autorités gouvernementales ou administratives. Il s'agit des lettres circulaires. Cette option procède de la définition même de ce qu'on appelle lettre circulaire, en ce que il s'agit de documents qui visent à accompagner les services et les personnes concernées dans une matière donnée, dans l'interprétation d'un texte de loi ou de règlement, en vue d'une application saine, conforme et judicieuse de ces dispositions. C'est cela, la définition d'une lettre circulaire. Nous nous sommes inscrits, ce faisant, dans la perspective de ce que les experts appellent la codification législative. Cela veut dire que viendra plus tard le moment de la consolidation des contenus avérés pertinents de ces lettres circulaires à la lumière des enseignements qui auront été tirés de leur expérimentation pratique. Nous avons franchi des étapes cruciales avec l'avènement de ces lettres circulaires, commencées en 2020, mais avec celles signées en 2024 et 2025, nous avons, dis-je, franchi une étape cruciale. En clarifiant ce qui a été relevé comme des imprécisions, voire des vides juridiques
et en nous maintenant dans l'esprit et le prolongement des dispositions explicites, c'est-à-dire de la lettre de l'ordonnance 74.1 et 74.2 du 6 juillet 1974. Nous avons une première lettre, c'est celle du 9 février 2024. Elle a codifié de façon précise la participation des chefs traditionnels au sein des travaux de commission consultative, en prenant appui sur les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance 74.1, selon lequel le domaine national est administré par l'État en vue d'en assurer une utilisation et une mise en valeur rationnelle. À cet effet sont créées des commissions consultatives présidées par les autorités administratives et comprenant obligatoirement les représentants des autorités traditionnelles. Nous nous sommes appuyés dessus. La circulaire du 9 février 2024 institue un document qu'on a appelé certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnu. C'est une avancée majeure avec ce document pour prouver l'existence et la possession par une personne des droits fonciers coutumiers avant l'aboutissement de la procédure d'obtention d'un titre foncier qui, lui, est le seul document de certification officielle de la propriété immobilière. Cela signifie en clair que nos collectivités et communautés coutumières, familiales, vivant et évoluant au sein des unités de commandement traditionnelles dans nos villages, nos villes, nos contrées, peuvent engager des procédures de sécurisation de leur patrimoine foncier respectif. Ils y sont encouragés. Nous avons en deuxième lieu, outre celle du 9 février 2024, la lettre circulaire du 26 décembre 2025. Elle introduit une autre innovation. Elle consacre l'exigence d'une lettre de non-objection ou alors d'une lettre d'objection motivée que les chefs traditionnels sont habilités à introduire auprès de toute délégation départementale du MINCAF sur l'étendue du territoire national concernant une demande d'immatriculation ou de concession qui a été introduite portant sur des parcelles et superficies de plus de 10 hectares dans leur ressort de compétences territoriales. C'est une prérogative forte qui a été conférée aux autorités traditionnelles dans le but de protéger l'espace vital des populations contre les accaparements excessifs des terres que nous aurons mentionnés tels que nous les avons mentionnés tout à l'heure, accaparement de terres qui comportent des auteurs divers avec des statuts sociaux divers. Il est bon de rappeler, afin de prévenir toute polémique, que les lettres circulaires en question tirent leur fondement et leur substance des dispositions des ordonnances, des références, comme je l'ai indiqué, avec leur texte d'application. Il s'agit d'expliciter les dispositions existantes. C'est dans cet esprit que les articles 12, 13 et 15 du décret 76-166 du 27 avril 1976 que j'ai mentionné tout à l'heure disposent clairement que les autorités traditionnelles, c'est-à-dire les chefs de 3e degré et 2 des notables chefs, sont des membres de la commission consultative qui est présidée par le sous-préfet territorialement compétent pour le constat et l'évaluation de la mise en valeur des espaces concernés. Les recommandations de la commission, dit le texte, ne sont valables que si les autorités traditionnelles ont effectivement participé aux travaux. C'est ce que dit l'ordonnance. C'est ce que dit
le décret en application de l'ordonnance. Cela signifie en clair que la présence des chefs traditionnels et leurs adjuvants n'est pas accessoire, elle est essentielle, déterminante et institutionnellement indispensable. Autrement dit, ces outils nouveaux mis à disposition par les lettres circulaires visent à renforcer et à clarifier l'implication des chefs traditionnels en impliquant les premiers, deuxième et troisième degrés, ce qui n'existait pas avant ces lettres circulaires dans la gestion des domaines de dépendance du domaine national pour prévenir durablement les conflits et les litiges fonciers et sécuriser les droits coutumiers. C'est dans cette logique que s'inscrit la réforme que nous poursuivons. Renforcer le rôle des chefs, encadrer davantage, moderniser la gestion du domaine national et lui donner toute sa portée dans une optique de consolidation de la paix foncière, encore une fois. Mesdames et messieurs, j'ai parlé d'une articulation, la deuxième de mon propos, qui est centrée sur la réalisation d'un projet majeur qui vise l'avènement d'une nouvelle législation foncière au Cameroun. Ce projet est en très bonne voie, autant le dire ici. C'est un projet qui est censé intégrer un ensemble de dispositifs nouveaux de politique nationale qui vont y figurer pour garantir la mise à disposition à la fin du processus d'un document complet, inclusif, élargi à toutes les composantes sociologiques, politiques et culturelles, de manière à proposer une législation foncière nouvelle qui serve de référence, après celle de 1974, pour répondre aux besoins de l'ensemble des populations et des intervenants du secteur foncier. Des réflexions intenses ont été menées dans le cadre de plateformes multi-acteurs, incluant les partenaires techniques et fonciers. L'objectif majeur est l'amélioration de l'accès à la terre pour tous, condition essentielle de la restauration et de la conservation des paysages forestiers au niveau national. Ces réflexions ont été conduites, il faut le dire, selon une démarche d'internalisation également au niveau national de ce que l'on considère comme des bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance foncière, c'est-à-dire celles qui sont inspirées par les organisations spécialisées des Nations Unies ou par les organisations régionales compétentes au niveau régional, au niveau du continent africain. Elles ont un dénominateur commun, les concertations qui ont été menées, un objectif partagé, promouvoir les droits fonciers des collectivités coutumières, des communautés familiales et de leurs membres et renforcer la protection des droits d'occupation et d'exploitation des terres qui sont disponibles par les uns et les autres dans le respect de la législation nationale pertinente. Distingués participants, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, dans le secteur foncier dont j'ai la charge, le gouvernement de la République a engagé un vaste chantier de réformes, parmi lesquelles celles dont je vous parle, qui concernent la gestion du domaine national. Il nous appartient de pérenniser les acquis positifs, d'institutionnaliser les bonnes pratiques expérimentées, de maintenir le niveau d'exigence fixé par le sommet de l'État, afin que les avancées enregistrées continuent de produire des effets qui soient structurants pour l'économie nationale, pour le bénéfice de tous les secteurs, des demandeurs de terres juridiquement sécurisées, de toute personne, communauté, pour le développement national dans son ensemble. Le travail va déboucher sur ce que j'ai appelé précisément document de politique nationale en matière foncière et domaniale et enrichir pour sa finalisation la mouture
actuelle de l'avant-projet de loi portant régime foncier et domanial au Cameroun, mis en chantier depuis la prescription du chef de l'État en 2011. Ainsi se présente le tableau d'ensemble du chantier des réformes sur le domaine national à ce jour, mesdames et messieurs. Je m'en vais terminer mon propos comme je l'ai indiqué avec quelques annonces. 3 annonces fortes. La première porte sur une préoccupation récurrente dans la gestion foncière dans notre pays depuis des décennies. Il s'agit de l'absence de codification claire des frais de fonctionnement de la commission consultative que doit supporter tout demandeur dans le cadre des procédures d'immatriculation directe ou d'attribution de concession. Nous sommes partis du constat fait que l'effectivité du travail à accomplir et partant son efficacité et les délais de procédure dépendent étroitement des moyens mobilisés. Une réalité majeure est patente. Les descentes de la commission consultative sur le terrain constituent des opérations lourdes, parfois source de lenteur, d'incompréhension et de malentendus financiers, voire de tensions préjudiciables à la transparence et à la gratuité du service public, ce qui ouvre la voie à des tentatives diverses, notamment des descentes fictives sur le terrain, avec des dossiers approximatifs qui montent plus tard au niveau de la hiérarchie. L'innovation dans ce domaine est l'intervention d'un texte de portée générale, de nature à encadrer désormais les indemnités à allouer aux différents membres de la commission consultative. C'est cela qui a été consigné dans l'instruction ministérielle MINCAF, signée et publiée le 16 mars 2026. Elle porte sur la codification et la prise en charge financière des responsables et membres de la commission consultative, ainsi que les coûts des travaux cadastraux dans le cadre des procédures d'immatriculation des dépendances du domaine national de première et deuxième catégorie. Les requérants ou bénéficiaires des procédures d'immatriculation peuvent désormais se procurer un document de référence. Ce document de référence, si nécessaire, contesté, objecté, lorsqu'ils se sentent en situation d'abus ou d'arnaque. Ce texte sur les taux évoqués s'applique aux fonctionnaires qui sont membres de la commission consultative et également aux autres membres des autorités traditionnelles. Il est clairement dit que ces autorités traditionnelles sont désormais assimilées aux fonctionnaires pour le calcul de leurs droits de façon claire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les indemnités ne seront plus laissées à une appréciation subjective. Elles seront indexées sur 2 critères objectifs: la superficie de la parcelle concernée et la distance à parcourir pour les descentes sur le terrain. Cette innovation a pour objectif de garantir l'intégrité et la crédibilité, la fiabilité des travaux de la commission consultative, tout en soulageant les usagers du service public de toute charge indue ou improvisée. La deuxième annonce sur les 3 porte sur un texte visant à la réduction des délais et des coûts relatifs à la procédure d'immatriculation directe. C'est une circulaire plus récente, de 8 mai 2026, qui a tiré des dispositions juridiques en vigueur des mesures d'explicitation pour renforcer les prérogatives conférées au ministre par les textes de base, pour lui permettre de mettre un terme à toute opposition itérative
avérée fantaisiste ou manifestement dilatoire. Le ministre en a compétence. La lettre d'instruction ministérielle vient de dire plus clairement. Il a la latitude d'empêcher que se poursuive ce phénomène qui bloque l'aboutissement des procédures régulièrement engagées par leurs auteurs pour l'obtention, pour l'établissement et l'obtention d'un titre foncier. La dernière annonce était un rappel, c'est le rappel d'un message constant. Notre message dans le cadre des communications publiques du MICAF. Il s'agit de notre détermination à renforcer et intensifier la lutte contre la corruption afin que nul n'en ignore. Il s'agit là d'un phénomène qui est une préoccupation permanente au ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières. Ce phénomène fait l'objet d'un constat continu, comme au sein du gouvernement tout entier. Nous voulons le dire clairement. Les tracasseries administratives, les arnaques de toutes sortes, de la part des personnels des services centraux ou des services déconcentrés, autant que les pratiques spéculatives impliquant des intervenants divers, qu'ils soient des professionnels ou des non-professionnels dans le secteur foncier, autant que les pratiques spéculatives impliquant des intervenants divers, disais-je, continueront d'être combattus avec la plus grande fermeté et énergie. Les mécanismes de contrôle existants seront renforcés. L'interpellation et la responsabilité des agents publics seront convoquées. Parallèlement à la mobilité des personnels que nous avons déjà développé comme pratique, nous allons promouvoir également l'éthique professionnelle et nous allons intensifier la collaboration entre le MINCAF et la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Tels sont et demeureront les piliers essentiels de notre démarche dans ce domaine. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, telle est la substance de notre message principal, message initial, dans le cadre de notre communication de ce jour, ici, pour cette 15e édition du Salon de l'action gouvernementale, le SAGO. Je vous remercie de votre attention aimable et soutenue. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons tourner une page de publicité et nous retrouvons dans un petit instant pour quelques questions. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SAGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SAGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. For 15 years, Cameroon has been debating and shaping its path towards emergence. A source of national pride, SAGO is a preferred forum for dialogue between public administrations and the nation. It brings together the state, private companies, local authorities, and citizens around the major challenges of development. For its 15th edition, SAGO is innovating with the Village of the 10 Regions, the Trades Crossroads Village, and the strengthening of the Local Consumption Village, a showcase of Made in Cameroon. This edition is held under the theme State-Private Sector Partnership, a lever for an emerging Cameroon.
from June 6 to 13, 2026 at the Esplanade of the Yaoundé City Hall. For more information, contact the firm ou communicateur, the government appointed representative at 620-002195. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Monsieur le ministre, vous avez décrit le titre foncier il y a un instant comme un instrument de sécurité juridique. Ça rassure tout le monde. Maintenant, il y a un phénomène troublant qu'on constate. Les titres fonciers voyagent désormais. Ils peuvent être délivrés aujourd'hui, suspendus demain, réhabilités après-demain et peut-être même complètement interdits le jour suivant. Dites-nous, Monsieur le ministre, cet instrument de sécurité juridique, il voyage avec la sécurité ou la sécurité s'arrête à un moment? Merci, Monsieur Alain Belivi, de me donner l'occasion d'éclairer l'opinion, comme cela a été indiqué, sur ce phénomène. Vous devinez bien, ce sont des constats dont vous vous rendez compte. Je voudrais commencer par dire que depuis la réforme de 2005, la procédure d'établissement et de délivrance de titres fonciers a été déconcentrée. C'est l'administration des domaines qui délivre un titre foncier, mais la procédure commence au niveau de la délégation départementale, le dossier étant transmis au sous-préfet de l'arrondissement du site compétent pour la commission consultative. La procédure débouche en montant jusqu'au niveau régional et ensuite jusqu'à ce que le conservateur soit saisi et le titre foncier qui n'a pas d'incident de procédure est délivré. Donc, le titre foncier dans sa procédure normale débouche sans intervention du ministre. Maintenant, il arrive, et c'est important de le dire, que des situations se présentent. Quand l'on parle de cette question de retrait, de suspension et de l'annulation et même de réhabilitation de sites fonciers, oui, les usagers, les populations se sentent tous concernés. Il y va de la sécurité juridique de leurs droits, les droits fonciers. Mais commençons par dire que le titre foncier est la preuve par excellence du droit de propriété immobilière. Il est établi comme je l'ai indiqué. Mais de par la loi, lorsque son établissement résulte d'une fraude, d'une faute, d'une erreur manifeste de l'administration, lorsque par exemple le constat est fait d'une superposition de titres fonciers, l'un sur un autre ou plusieurs, ou de toute autre irrégularité grave constatée à l'issue des investigations qui ont été menées, en vertu de la loi, l'administration des domaines est tenue d'agir dans le sens du respect des textes en vigueur pour préserver la crédibilité du système foncier national. J'aime à le dire, le décret 76-166 que j'ai mentionné tout à l'heure prévoit à l'article 1er les conditions d'établissement d'un titre foncier. Mais dès l'article 2, le rédacteur de ce texte, dès l'article 2, pas dans les dispositions finales, dès l'article 2, le rédacteur de ce texte a prévu qu'un titre foncier peut être retiré. Pour deux motifs majeurs, une faute de l'administration ou la fraude du bénéficiaire. Donc c'est la loi elle-même qui a prévu qu'un titre foncier peut être retiré. Je dirais même que le système juridique national, comme ailleurs, commande
pour la protection des intérêts des uns et des autres, des victimes de la fraude, victimes des erreurs ou des fautes de l'administration, qu'un titre foncier soit retiré et le ministre est appelé à assumer ses responsabilités. Il y va de la crédibilité du système foncier national, comme je l'ai indiqué. Ensemble, les mesures de retrait, de suspension ou d'annulation des titres fonciers ne constituent nullement des actes arbitraires ou des sanctions. Elles visent à garantir la légalité, l'équité et la protection des droits légitimes de tous les citoyens. Elles interviennent généralement à la suite d'enquêtes administratives, techniques ou judiciaires, mettant en évidence qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses, des conflits de superposition ou des violations des procédures d'immatriculation. Encore une fois, c'est le législateur qui a prévu le retrait des titres fonciers, comme il a prévu par ailleurs le constat de la nullité d'ordre public de certains titres fonciers. Il s'agit d'agir dans le respect de la loi. Je dois souligner que, sans doute, le phénomène, les compétences du ministre existaient déjà. Mais sous mon impulsion, sous l'ère du ministre Henri Eyébé ici, un accent particulier a été mis sur la transparence, la fiabilité des données foncières pour une sécurisation des titres fonciers. Le bon titre foncier est sauvegardé et le mauvais titre foncier est retiré. Il faut réduire les contentieux judiciaires en agissant en amont. Il faut prévenir les situations qui peuvent conduire à ce qu'on ait à retirer plus tard les titres fonciers. Nous agissons en améliorant la procédure et les comportements, la bonne conduite des procédures conduisant à l'établissement d'un titre foncier. En somme, c'est la dynamique de modernisation de notre gouvernance et de protection durable des droits des uns et des autres. Mais je vais dire plus. Il faut préciser que les réhabilitations, les rétablissements des titres fonciers peuvent intervenir lorsqu'il est établi qu'après un réexamen du dossier, à la suite d'une décision qui a été prise, les motifs qui avaient conduit à la première décision ne sont plus fondés. Motifs de fait, motifs de droit. Les conséquences de droit doivent en être tirées. Les droits du propriétaire légitime doivent être restaurés. Le principe demeure le respect de la vérité foncière et la sécurité juridique. Exemple concret, vous avez votre espace, un titre foncier établi dessus. Vous êtes supplié, comme d'autres, de constater qu'on est en train d'investir sur votre terrain. Vous vérifiez, un titre foncier a été établi. Vous avez, comme citoyen, comment dirais-je, la latitude de saisir le ministre pour qu'en application des dispositions légales en vigueur, et notamment des dispositions réglementaires, les nécessaires soient faits. Il est prévu à l'article 2 que le ministre a le pouvoir de retirer le titre foncier. Je me permets d'indiquer ici que la pression, mieux, le constat, les constats que j'ai opérés, l'ampleur du phénomène des titres fonciers frauduleusement établis m'a conduit, avec mes collaborateurs, à mettre en place un mécanisme de protection rapide, à savoir la suspension des effets d'un titre foncier. Suspension administrative des effets d'un titre foncier. Les experts du droit peuvent en débattre. Oui, c'est une mesure qui découle tout simplement de ce qu'on appelle la droit en droit, qui peut le plus, peut le moins. Si le ministre a le pouvoir de retirer un titre foncier, c'est qu'il peut prendre une mesure conservatoire pour le suspendre. C'est également une mesure qui a été prise pour protéger, bien sûr, le faible, parce que précisément,
il faut le remettre en position de jouir de son espace, de son droit, pendant que le bénéficiaire de la fraude, le détenteur du titre foncier, lui, va en jouir des 3 éléments. Il va jouir usus, il va même en tirer des fruits, fructus, il va même le vendre, usus, fructus, abusus, et votre terrain est vendu. Nous avons choisi de prendre des mesures de suspension des titres fonciers qui sont conformes au droit. Il est important de le dire parce que le titre foncier étant établi à la base, le ministre est le recours pour redresser dans leurs droits, rétablir dans leurs droits les uns et les autres. Le message principal dans ce domaine, à l'endroit des usagers, est que toute mesure prise par l'administration foncière vise à préserver l'intégrité du système foncier national, à combattre les pratiques irrégulières et garantir à chacun la jouissance paisible de ses droits fonciers dans le respect strict de la loi. Je terminerai en vous disant, cher Alain Belibi, lorsque nous sommes saisis, nous devons faire usage des dispositions de la loi, rétablir les uns et les autres dans leurs droits. Je précise que la loi a encadré dans des délais les décisions qui peuvent être prises pour le retrait des titres fonciers. Qu'il s'agisse d'une faute d'administration, soit d'une faute du bénéficiaire, des délais ont été prévus. Mais par-dessus tout, il y a ce qu'on appelle la prescription trentenaire. Après un délai, après 30 ans, le titre foncier ne peut plus être remis en cause. Entre-temps, il faut protéger, l'inertie n'a pas de place, il faut protéger les citoyens victimes de fraude antérieure. Si nous avons eu une dizaine, une vingtaine d'années avec une application différente des textes, est venue l'ère d'une application plus rigoureuse de ces textes. C'est la justice qui tranche et la haute hiérarchie qui apprécie cela. Je voudrais à mon niveau continuer à assumer cette responsabilité en considérant qu'il s'agit de conduire des réformes. Le statu quo n'a pas, le statu quo et l'inertie ne sont pas des options. Lorsqu'on veut conduire des réformes, il faut avancer en tenant compte, bien dans le cadre de la loi, et en tenant compte de l'opinion sans doute, mais surtout en respectant la loi pour consolider l'état de droit dans notre pays. Bon, en un mot, monsieur le ministre, comme en mille, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières nous conseille de ne pas dormir sur deux oreilles quand nous avons notre titre foncier en poche. Si vous avez... Dormir après 30 ans peut-être. Je voudrais vous assurer, monsieur Alain Belibi, et j'ai failli oublier d'ailleurs, de saisir l'occasion, je commence à vous répondre, en disant que vous avez un titre foncier qui a été établi, vous l'avez. Les textes sont prévus que c'est l'administration des domaines qui le délivre. Mais il faut que la procédure ait été régulière. Parce que si vous avez un titre foncier, vous avez sans doute
si le constat en est fait, il est possible que vous ayez attenté, que vous ayez violé les droits d'un autre citoyen ou que vous ayez attenté à la propriété de quelqu'un d'autre de superposition. Oui, il y a une part de risque. Vous avez un titre foncier. Nous travaillons à ce que les procédures soient régulières pour conférer la sécurité juridique qu'il faut dans notre pays aux détenteurs de documents juridiques délivrés par le MICAF. Alors, je disais, il y a une catégorie de bénéficiaires ou d'usagers des titres fonciers, les établissements financiers, auprès desquels des titres fonciers sont hypothéqués. L'ampleur du phénomène et les conséquences du retrait des titres fonciers a conduit à ce que des concertations triangulaires aient lieu avec le MINFI qui est la tutelle des établissements financiers et la BEAC qui en a la charge pour que les dispositions soient prises pour que lorsqu'un titre foncier doit être hypothéqué, des vérifications particulières soient faites en amont et que lorsque le MINCAF aura délivré, confirmé que c'est un titre foncier régulier, oui, usage pourra en être fait et le MINCAF ne pourra plus revenir dessus. Tout le monde a un titre foncier, mais les textes prévoient que la procédure doit avoir été régulière. À défaut, je n'ai pas d'autre choix que de vous dire qu'il est possible que cela soit remis en cause. Cela n'est-il pas bon pour le système économique et l'économie nationale? Il ne me revient pas d'y répondre, mais il me revient de faire en sorte que tous les aspects dans la gestion foncière soient considérés et que les intérêts de tous soient conciliés par une application conforme de l'esprit et de la lettre de la loi. Oui, monsieur. Merci pour la parole donnée. Je suis Serge Bicol, journaliste à la radio Tiemeni Siantou. Ma question a trait au rapport entre la sécurisation foncière et l'insertion économique de jeunes. Monsieur le ministre, l'accès au foncier au Cameroun demeure un enjeu majeur pour de nombreux jeunes porteurs de projets agricoles et entrepreneuriaux. Alors, comment le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières entend-il faire de la sécurisation foncière un véritable levier d'insertion économique et de création d'emplois pour des jeunes? Merci. Oui, tout à fait. J'ai pensé à cette préoccupation. J'ai pensé que les jeunes allaient certainement être au cœur de nos échanges aussi. Il me revient de penser à ces activités que nous menons avec le ministre de la Jeunesse à l'occasion de la journée nationale des jeunes. Pour l'essentiel, il faut retenir que la stratégie nationale de développement a placé les jeunes au cœur de la politique nationale. Il s'agit de travailler de façon à garantir aux jeunes de pouvoir disposer des instruments pour conduire leurs différents projets. Un jeune qui a un titre foncier, il va de soi, va pouvoir réaliser le sien. Nous avons une législation en matière foncière qui ne comporte pas de discrimination vis-à-vis des jeunes. Nous travaillons à faciliter l'accès des jeunes à la terre. La législation nationale ne comporte pas de discrimination en tant que telle. Je peux d'ailleurs anticiper en parlant de ce que jeunes, femmes, personnes diverses peuvent jouir des dispositions de la loi en accédant à la propriété foncière. Soit à partir du droit commun. Un jeune peut, s'il est membre d'une collectivité coutumière, bénéficier de ce que le titre foncier étant établi, il pourra disposer de ce qui lui revient. Un jeune peut acquérir un titre foncier à partir des opérations classiques au niveau des notaires. Un jeune peut également recourir, comme tout autre citoyen, non pas
à la propriété foncière directement, mais à la recherche de mise à sa disposition des terres par voie de concession pour réaliser son projet. C'est ça la concession. Concession provisoire, concession définitive. En somme, qu'il s'agisse des projets dans l'agriculture, des projets divers, agro-industriels, qu'il s'agisse d'autres activités, le jeune a la possibilité soit d'accéder à la terre par la propriété foncière, soit de recourir, comme les autres citoyens, à une concession, à une demande de concession, à la sollicitation d'une attribution, d'une concession au niveau de l'administration des domaines. Nous considérons que dans le cadre des procédures d'immatriculation foncière, nous voulons faciliter l'accès aux jeunes à ce qu'ils peuvent poursuivre des procédures d'immatriculation engagées par leurs parents. Ils peuvent faire aboutir des procédures qui ont été initiées et à la fin du processus, ils ont la possibilité de réaliser des projets qu'ils montent. S'il fallait considérer ceux qui sont à l'étranger, ceux qui ont acquis une nationalité étrangère, il leur est appliqué les dispositions de droit commun. Toute personne qui va acquérir un terrain, lorsque c'est une transaction foncière, doit obtenir un visa du ministère des Domaines. Pour les jeunes, comme pour tous autres, le visa est délivré pour qu'il y ait une mutation d'un terrain à partir d'un titre foncier maire. S'il s'agit maintenant des terres qui ne sont pas celles, s'il s'agit des terres de l'État, il n'y a pas de discrimination. Un jeune peut également en bénéficier. S'il s'agit de procédures d'immatriculation foncière directe, comme je l'ai indiqué, à l'issue des procédures, le MECAF délivre le titre foncier avec la plénitude des effets attachés à ce titre foncier. Avec votre permission, Monsieur le Ministre, je vais prendre 2 dernières questions rapides, ici et puis là. Je suis Soulé Onohiolo, je suis journaliste au quotidien Le Messager. 15 minutes avant vous, Monsieur le Ministre, nous avons écouté le directeur général de la SIC qui est en train de réussir une révolution copernicienne au niveau de l'immobilier et du foncier au Cameroun. Et nous avons remarqué que la SIC est en train de devenir un fleuron économique national. Pour preuve, grâce à vous, aujourd'hui, la SIC peut jouer sur une surface de réparation de 962 hectares de portefeuille financier, n'est-ce pas, repartis dans 106 sites, ou alors sur 106 sites dans 10 régions. Monsieur le ministre, nous savons quand même que pour réussir, c'était une guerre perdue d'avance pour vos prédécesseurs. Comment est-ce que le tandem Amadou Sardaouna et Eyebe ici a fait pour identifier et neutraliser les dragons qui s'opposaient à vous quand on sait que ce n'étaient pas des enfants de cœur? Première question. La deuxième petite, pour sortir, juste pour sortir, Alain, tu ne m'as jamais rien refusé. Dans les 3 annonces, n'est-ce pas, déclarées par le ministre, il y a celle sur les libertés qui seront de plus en plus concédées aux autorités traditionnelles. Monsieur le ministre, la loi qui crée et organise les chefferies traditionnelles date de 1977. 49 ans après, elle est complètement blasée, pour ne pas dire assez incongrue. Et nous savons toutes les querelles autour des chefferies et autres. Comment, ou alors quelles sont les mesures de sécurité que vous allez prendre pour que les peurs ne fassent pas une transhumance, à savoir que les braderies, les prédations se retrouvent au niveau des chefferies et qu'on finisse par constater que les chefs, les autorités traditionnelles ont vendu tout aux Chinois? Merci. Merci. Merci, cher ami. 2 questions. Je commence par la dernière, avant de remonter à la première.
S'agissant des chefferies traditionnelles, il y a deux aspects. Le texte régissant les chefferies traditionnelles date comme d'autres. Il date de 1977. Dans le domaine foncier, l'ordonnance date de 1974. Elle est encore plus ancienne. En somme, nous sommes, je suis d'accord avec vous, nous pouvons tous le constater, en présence de cadres juridiques qui, au fil du temps, ont certainement révélé des insuffisances, mais qui conservent leur pertinence. Et il y a un cycle par lequel ces textes fondamentaux font l'objet d'une actualisation. Nous, au niveau du gouvernement, en ce qui me concerne, dans le secteur foncier, nous considérons les autorités traditionnelles comme des acteurs et des partenaires. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, 1976, le décret de 1976 a expressément parlé des chefs traditionnels de 3e degré comme membres des commissions consultatives de constat et d'évaluation, de mise en valeur. Une lecture attentive de l'ensemble des dispositions ne permettait pas de retrouver les chefs de 2e degré ou de 1er degré quelque part. Mais nous avons identifié celle qui dit, la disposition, que les chefs traditionnels doivent obligatoirement figurer dans la composition des commissions consultatives. Nous avons travaillé à les associer. Nous partons donc de textes sans doute anciens, mais toujours en vigueur, pour en tirer le meilleur. Et surtout, nous travaillons par rapport à des optiques. Que faire pour résoudre des problèmes? Et les concertations, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous ont permis d'établir une dynamique positive avec des chefs traditionnels, en faisant en sorte que précisément les errements des chefs de 3e degré puissent être corrigés par ceux de 2e degré et de 1er degré. Et que leur prise en main, en quelque sorte, par les demandeurs des titres fonciers ne nous cause pas de graves préjudices. Nous avons ainsi travaillé et autant le redire ici, les chefs traditionnels ne mettent que des avis, ni des livres, des documents à leur niveau, mais ils n'ont pas le pouvoir de vendre des terrains. C'est au niveau du ministère des Domaines que nous travaillons à ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un instant, garantir le bon déroulement des procédures pour déboucher sur des titres fonciers permettant de sécuriser leurs détenteurs. Et après viennent les transactions foncières pour ceux qui veulent vendre aux Chinois, mais en amont ou autres, il n'y a pas de partenaires privilégiés que nous combattons, mais enfin, il s'agit que nous travaillons à sensibiliser les populations à travers les chefs traditionnels pour que ces populations engagent des procédures d'immatriculation pour l'obtention des titres fonciers en leur nom. Et il nous reviendra, les uns et les autres, de travailler à les encadrer pour ne pas vendre, mais essayer de réaliser des projets en tant que communauté ou en tant que personne. Premier volet de votre question, ou première question avant la seconde, la relation MINCAF-SIC, et plus particulièrement, appelons-la par son nom, la dynamique positive que vous observez entre le ministre actuel des Domaines et le directeur général de la SIC, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle, je voudrais me réjouir de cette dynamique positive qui me permet d'avoir un sentiment légitime d'aller jusqu'au bout de ce que le ministère dont j'ai la charge, aller jusqu'au bout de ce qu'il doit faire. Il s'agit de concourir à la mise à disposition des terres. Il s'agit de faire en sorte que ce ministère mette à disposition des terres, fasse aboutir des procédures d'obtention des titres fonciers conformément à tous les mécanismes juridiques qui sont prévus. Le directeur général de la SIC vous l'a dit. À ses côtés, dans la salle ici, nous avons le directeur général de la Maïture. Nous avons au niveau du MINCAF tout fait pour que
les procédures soient accélérées. Dans le cas de la maïture, il s'agissait de faire en sorte que ceux qui ont acquis des parcelles de terrain puissent obtenir leur titre foncier. Les titres fonciers sont établis et signés par les conservations foncières qui sont sous l'autorité du ministre des Domaines. Pour ce qui concerne la SIC, il s'est agi, et nous continuons à le faire, de faire en sorte que cette structure bénéficie des terrains que les dispositions juridiques en vigueur lui permettent d'avoir, et le reste est un problème de dynamique propre. Mais quand je parle de la SIC, je voudrais surtout parler de ce que je suis un département ministériel au sein du gouvernement, et j'ai au même niveau que moi les membres du gouvernement, le ministre en charge de l'habitat et du développement urbain, ma collègue madame le ministre Mindu, comme j'ai dans toutes les autres structures les collègues du gouvernement. Nous travaillons en synergie et je voudrais me réjouir de ce que du côté de la SIC, le meilleur en soit tiré. Et c'est ce cap-là que je voudrais également entretenir. Je ne me retiens pas de souligner le plaisir particulier qui est le mien, la motivation particulière qui est la mienne. Parce que dans une vie antérieure, vous pouvez savoir que le MINCAF et le MINDU d'aujourd'hui constituaient un même département ministériel. J'avais le privilège de le diriger et je suis donc conscient de ce qu'il faut développer une dynamique positive dans toutes les, comment dirais-je, au niveau de tous les segments, tous les secteurs qui comportaient, que couvre le domaine d'attribution du MICAF et du MINDU. Nous avons une concertation, une plateforme de concertation entre le MICAF et le MINDU au sommet. Et c'est de cette concertation au sommet, je crois, dont découle ce que le directeur général de la SIC vous a dit. Indépendamment de son équation personnelle, nous ne pouvons que nous en féliciter. Merci. Voilà. Je vais vous proposer une... Bon après-midi, monsieur le ministre. Vous prenez la parole, vous l'arrachez ou vous la prenez? Non. Alors, je suis Victorine Patricia Mengue, journaliste MVP Média. S'il vous plaît, attendez que je vous la donne. Rasseyez-vous, relevez-vous et posez votre question. Bon après-midi, monsieur le ministre. Bon après-midi, madame. Alors, je suis Victorine Patricia Mengue, journaliste MVP Média. Monsieur le ministre, quelle place pour la femme et les groupes vulnérables dans l'accès à la terre? Oui, comme avec les jeunes tout à l'heure, vous devinez bien que lorsque nous venons à vous, nous pensons à la place que les femmes occupent dans la gestion foncière et ce que nous faisons en leur faveur. Nous cherchons souvent à donner un certain nombre de précisions utiles, mais dans l'ensemble, autant le dire, nous nous occupons au niveau du gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique définie par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de tous les groupes. Tous les groupes font l'objet de considération. Nous avons une législation qui ne fait pas de discrimination en matière d'accès à la terre, ni les femmes, ni les hommes. Les femmes peuvent avoir accès à la terre, à la propriété foncière, mais nous travaillons à faciliter cet accès, notamment par leur sensibilisation sur leurs droits. Nous avons des activités internes, nous avons au niveau du MICAF, avec le ministre Prof, nous travaillons à promouvoir des opérations One Women, One Land Title. Nous avons des dynamiques avec les ONG qui travaillent à sensibiliser les femmes pour engager des procédures permettant qu'elles disposent de titres fonciers. Quand j'ai dit cela, à savoir qu'il n'y a pas de discrimination dans la loi contre les femmes, et que j'ai dit que l'ensemble du gouvernement travaille pour sensibiliser les femmes avec les partenaires, la société civile, et il nous reste à interpeller les familles pour qu'elles assument également leur rôle à l'interne, pour que cela commence
au niveau des coutumes pour permettre l'émancipation des femmes, étant entendu que, comme pour les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, l'obtention d'un titre foncier, la possession d'un titre foncier par une femme lui permet de devenir un véritable acteur économique par rapport à l'ensemble de ses missions, de ses responsabilités et bien sûr pour son épanouissement. Voilà l'orientation qui est la nôtre et voilà le travail que nous continuerons à faire. Voilà, madame, les éléments de contribution pour vous rassurer. Merci, monsieur le ministre. On va prendre une dernière pause et puis je vous repasserai la parole pour votre mot de fin. Cameroun, entre mer, nature et modernité, se dresse une ville au charme unique. Kribi, joyau côtier et porte stratégique du développement économique national. Kribi s'impose aujourd'hui comme un carrefour majeur du commerce maritime grâce à son port en eau profonde, véritable moteur de croissance et d'ouverture sur le monde. Réputé pour ses magnifiques plages de sable fin bordées de cocotiers, son climat agréable et son hospitalité légendaire, Kribi séduit autant par sa beauté naturelle que par son dynamisme. Votre mot de fin, le mot de clôture de cette conférence. Merci. Merci, Monsieur Alain Belibi, de me donner l'occasion de délivrer, comme je l'ai souhaité, un mot de clôture, quelques propos de clôture. Distingués personnalités, distingués participants, mesdames et messieurs, en guise de propos de clôture de nos échanges de ce jour portant sur la gestion du secteur foncier, il m'a paru indiqué de vous communiquer une sorte de message final, de portée générale, et partager avec vous un rappel qui me semble utile pour tous, et en y ajoutant un point de réflexion collective. Le message final est qu'au cours de ces dernières années, le gouvernement de la République s'est engagé au niveau du ministère des Domaines, du cadastre des affaires foncières dont j'ai la charge, dans une dynamique de réforme qui correspond au cap qui lui a été fixé par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, dans le secteur foncier, un cap qui se décline en 3 axes majeurs. En premier lieu, la facilitation de l'accès à la terre et à la propriété foncière pour tous, en conformité avec les dispositions des lois et règlements de la République. En deuxième lieu, la poursuite de l'édification d'un état de droit au Cameroun dans le secteur foncier, à travers la sécurisation des droits des détenteurs des titres
de propriété foncière et des documents officiels délivrés par l'administration foncière, parallèlement à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'assainissement du livre foncier national. En troisième lieu, la modernisation de la gouvernance foncière nationale à travers la finalisation du projet de réforme foncière et domaniale en vue de l'optimisation de la gestion du patrimoine foncier national pour satisfaire les besoins de réalisation des projets et activités de développement national. Nous affirmons que cet important chantier continue et continuera d'être conduit avec passion, sans désemparer, avec un esprit de méthode et avec la participation de toutes les parties prenantes pour atteindre les objectifs qui ont été assignés au MICAF. J'ai parlé d'un rappel utile. De façon plus succincte, je dirais à ce sujet qu'il est bon de se rappeler une maxime latine dans le domaine du droit qui dit ceci: dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous ajoutons simplement que dans un État républicain comme le nôtre au Cameroun, la loi est censée être la même pour tous. Elle s'impose à tous. Elle doit être respectée par tous. Nul n'est au-dessus des lois de la République. Et lorsque des décisions sont prises en application des lois, il est préférable qu'ils soient reconnus, mais surtout que les voies de recours prévues par la loi soient exercées. Le point de réflexion collective que j'ai annoncé, je l'ai tiré d'une citation. Une citation qui m'a semblé pertinente, portant sur la conduite du changement la conduite du changement et des réformes dans l'administration, dans l'action publique au sein d'un État. Elle est la suivante: on ne change pas et on ne réforme pas les États avec une conduite molle. On ne change pas et on ne réforme pas les États avec une conduite molle. Il faut savoir prendre des mesures fortes, voire extraordinaires, et y mettre de la vigueur et de la persévérance. Ce sont des propos de Napoléon Bonaparte de France dans sa lettre au roi de Naples du 30 juillet 1806. C'est dans cet esprit, mesdames et messieurs, que j'ai pensé utile indiquer de lancer un appel ici et maintenant, appel à une mobilisation collective pour une acceptation et une appropriation au niveau national des mesures fortes, voire extraordinaires, que les pouvoirs publics sont amenés ou pourront être amenés à prendre dans le secteur foncier, dans la mouvance des initiatives et des réformes qui ont déjà été engagées et se poursuivent. À l'instar de celles que je vous ai déclinées, il y en a d'autres. Ces mesures, ces initiatives ont été saluées et encouragées. Nous l'avons relevé par la plus haute autorité de l'Assemblée nationale de notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous voulons ici l'en remercier avec une profonde déférence. Avant de décliner un mot de fin en 4 idées clés qu'il convient de retenir pour la route, c'est notre boussole au MINCAF en quelque sorte. 4 idées clés
la sécurisation des droits fonciers de tous, la poursuite des réformes innovantes engagées, la protection et la sauvegarde des intérêts des générations futures et l'accélération de la modernisation de la gestion foncière nationale. Pour les besoins de notre bilinguisme, permit me to conclude by highlighting 4 key principles that will continue to serve as our guiding compass. First, the first one, ensuring secure land ownership rights for all. The second one, pursuing the innovative reforms already underway. The third one, protecting and preserving the interests of future generations. And the fourth one, accelerating the modernization of national land tenure management. Recevez encore une fois, mesdames et messieurs, distingués participants, l'expression de ma sincère gratitude pour l'amitié de votre présence, de près, ici dans la salle, ou de loin, à travers les supports médiatiques et les plateformes, votre présence avec nous en ce jour. Je vous remercie. Merci à vous, La gestion du domaine national au Cameroun connaît plusieurs innovations visant à améliorer la gouvernance foncière. Parmi celles-ci figurent la modernisation des procédures administratives, la numérisation progressive des archives foncières et cadastrales, ainsi que le renforcement de la sécurisation des titres fonciers. C'est sur ces innovations que Monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières est venu communiquer dans un face-à-face exceptionnel avec le grand public. Ces réformes permettent la réduction des délais de traitement des dossiers, de limiter les risques de fraude et de faciliter la gestion foncière modernisée au Cameroun. Dans ce septennat dédié aux femmes et aux jeunes, la remise sur selle ou alors au cœur de la procédure foncière de l'autorité traditionnelle participe de la sécurisation de cet outil économique très important, sinon le premier capital pour tout projet de développement économique. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières est donc venu à la rencontre du grand public pour lui expliquer de vive voix les réformes entreprises pour l'amélioration de la vie dans nos zones rurales, pour l'amélioration de la vie pour les jeunes et les femmes, principale cible de ce septennat dédié aux femmes et aux jeunes. Va faire son entrée dans un instant. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le MINCAF? Je ne vous entends pas. Je vous entends pas. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les échanges? Le ministre, sachant que ça va chauffer dans la salle, est venu avec l'arbre de la paix. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vient d'achever sa conférence, sa communication sur les innovations, sur la gestion du domaine national au Cameroun. Nous pouvons retenir que le septennat qui est dédié aux femmes et aux jeunes connaît un bond sur le plan de la gestion du domaine national au Cameroun. La remise sur la sellette de l'autorité traditionnelle dans la gestion du patrimoine, dans la gestion foncière au Cameroun participe du souci des pouvoirs publics d'améliorer les conditions de vie des populations.
désormais l'autorité traditionnelle qui est au cœur, qui est le garant, qui est le patrimoine traditionnel aura son mot à dire dans la procédure foncière. C'est vrai que l'autorité traditionnelle ne signe pas de titre foncier, mais il a un regard transversal anthropologique sur le patrimoine foncier des populations. Voilà pourquoi ces deux ordonnances ont été signées, ces deux lettres séculaires ont été signées pour permettre de sécuriser les mises en valeur des populations, pour sécuriser le patrimoine foncier des populations dans les villages, dans l'arrière-pays. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières vient donc de terminer cette conférence, cette communication grand format avec le public ici dans la salle de conférence du Salon de l'Action gouvernementale édition 2026. Partez pas. Je sais que vous avez des questions à poser au MINCAF. Vous le ferez. Mais avant, venez assister à la conférence du MINTP. Il y a beaucoup de questions. On espère avoir des informations sur la passation des marchés. Comment est-ce qu'une entreprise qui est sanctionnée peut gagner un marché? Une entreprise sans assiette fiscale. Non, moi je dis des choses comme ça. Ce sont des choses que les gens disent au quartier. Non, je vous répercute ce qui se dit.